Je conduisais depuis une conférence professionnelle à Salt Lake City quand la tempête a frappé. C'était l'un de ces violents orages d'été qui transforment le jour en nuit et vous donnent l'impression de conduire dans un tunnel de lavage. Mon Honda a commencé à tousser aux alentours du panneau du kilomètre 43. La voiture a toussé 2 fois, puis s'est complètement arrêtée. J'ai réussi à me garer sur le bas-côté et je suis resté là à regarder les nappes de pluie s'écraser sur le pare-brise. Je voyais à peine à 6 mètres devant moi et bien sûr, mon téléphone n'avait plus de réseau. J'ai plissé les yeux face au déluge et j'ai aperçu une lumière sur la droite, à peut-être 400 mètres sur la route. J'avais 2 options, rester dans une voiture en panne sous un orage électrique ou courir. J'ai attrapé ma veste et j'ai foncé. Quand j'ai atteint l'endroit, j'étais trempé jusqu'aux os. C'était un vieux cottage en bord de route avec des fondations en pierre, des volets en bois et une lumière de Porsche qui clignotait à chaque coup de tonnerre. J'ai frappé fort à la porte en espérant que quelqu'un était là. La porte s'est ouverte lentement et un vieil homme a regardé par l'entrebâillement. Il était maigre comme un clou, avec des yeux creux qui semblaient s'enfoncer dans son crâne. Il m'a regardé de haut en bas sans rien dire pendant un moment. Je lui ai expliqué que ma voiture était tombée en panne, que je pouvais utiliser son téléphone. Il a hoché la tête et s'est écarté pour me laisser entrer. Il s'est présenté comme M. Haro, a dit qu'il ne recevait pas beaucoup de visiteurs, surtout pas par ce temps. L'intérieur du cottage ressemblait à l'extérieur, tout en bois sombre et vieux meubles qui grinçaient à chaque pas. L'air sentait l'humidité et le floral, comme un vieux parfum qu'on aurait laissé trop longtemps à l'air libre. M. Haro m'a proposé une serviette et du café. Je l'ai remercié et lui ai demandé où était le téléphone. Il m'a dit que la ligne fixe était coupée à cause de la tempête, mais que je pouvais rester la nuit si je le souhaitais. Il paraît qu'il avait une chambre d'amis à l'étage. L'idée de passer la nuit chez un inconnu ne m'enchantait pas, mais c'était plus sûr que de dormir dans une voiture en panne sous un orage. J'ai accepté. Monsieur Haro m'a conduit à l'étage, lentement, une main sur la rampe pendant tout le trajet. En haut, il a ouvert la porte d'une petite chambre. À l'intérieur, un lit simple, une vieille commode en bois et une fenêtre avec de fins rideaux qui voletaient alors que les vitres étaient fermées. Il s'est arrêté et s'est retourné vers moi. Il m'a dit que cette chambre appartenait autrefois à sa fille. Elle était tombée malade et avait passé ses derniers jours dans cette même pièce. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai juste hoché la tête. Puis il a ajouté quelque chose qui m'a donné la chair de poule. Il m'a dit de ne rien déplacer dans la chambre, que le moindre changement la dérange. J'ai demandé ce qu'il voulait dire par là, mais il a juste souri faiblement et est parti, en fermant la porte derrière lui. La chambre avait cette odeur de bois humide et de vieux parfums d'en bas, mais plus forte. Je me suis assis au bord du lit, encore dans mes vêtements mouillés, en essayant de comprendre ce qu'il venait de dire. Toute la situation me semblait bizarre, mais j'étais épuisé et je n'avais pas beaucoup d'options. C'est alors que j'ai remarqué le portrait. Il était accroché sur le mur directement en face du lit. La femme était jeune, peut-être 16 ou 17 ans, avec une peau pâle et des yeux sombres qui semblaient me fixer. Le cadre était ouvragé, probablement antique. Le tableau lui-même avait l'air ancien, le genre où les yeux vous suivent où que vous alliez. J'ai essayé de l'ignorer en m'allongeant et en fermant les yeux, mais à chaque fois que je les rouvrais, elle était là. Après 1 heure à rester éveillé, je n'en pouvais plus. Il y avait un foulard rouge posé sur un crochet près de la fenêtre. Je l'ai pris, je me suis approché du portrait et j'ai recouvert son visage complètement. Enfin, je pouvais respirer. Je me suis recouché et cette fois, l'épuisement a eu le dessus. Je me suis endormi presque immédiatement. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi. Peut-être 1 heure, peut-être 3, mais quelque chose comme un changement dans l'air m'a réveillé. J'ai ouvert les yeux. La chambre était plongée dans le noir, à l'exception des éclairs qui illuminaient tout par brèves et violentes flashs. Et dans l'un de ces éclairs, j'ai vu la silhouette debout dans le coin de la pièce. Elle était grande, immobile, enveloppée d'ombre. Et autour de son cou, elle portait le foulard rouge. Mon cœur s'est arrêté. Je ne pouvais plus bouger. Je fixais la silhouette, attendant un nouvel éclair pour me prouver que je rêvais. Il est venu, et elle était toujours là, la tête légèrement penchée sur le côté. J'ai crié. La porte s'est ouverte à la volée. Monsieur Haro a trébuché en entrant, en allumant la lumière. Il a regardé autour de lui, affolé, et m'a demandé ce qui s'était passé. J'ai montré le coin du doigt, mais il n'y avait plus rien. Il m'a dit que j'avais dû rêver, que les gens ont des hallucinations quand ils sont fatigués et stressés. Mais je savais ce que j'avais vu. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste attrapé ma veste et lui ai dit que je partais. Il a essayé de me convaincre de rester, que la tempête faisait toujours rage. Mais je m'en fichais. Je préférais prendre mes chances dans ma voiture glacée. J'ai dévalé cet escalier et je suis sorti par la porte d'entrée sans regarder derrière moi.
J'ai passé le reste de la nuit dans ma voiture, porte verrouillée, les yeux grands ouverts. Chaque fois que je commençais à m'assoupir, je me réveillais en sursaut, convaincu de l'avoir vue à la fenêtre. Quand le soleil s'est enfin levé, j'ai fait remorquer la voiture jusqu'à la ville la plus proche et j'ai pris un bus pour rentrer. Je n'ai jamais parlé de ce qui s'est passé à personne. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Que j'avais vu un fantôme dans le coin de la pièce portant le foulard dont je m'étais servi pour couvrir son portrait? On m'aurait pris pour un fou. Mais je sais ce que j'ai vu. Et je sais que je ne reprendrai jamais cette route. Mon frère Jack avait 8 ans, et moi j'en avais 11 quand c'est arrivé. On partageait une chambre à l'étage. Il y avait des lits superposés. Le mien était en haut, et Jack dormait en bas. Notre grand-mère était venue séjourner chez nous pendant quelques semaines. Elle était malade, et maman et papa voulaient pouvoir veiller sur elle. Elle dormait dans la chambre d'amis au bout du couloir. Ce soir-là, j'étais allé me coucher vers 21h. Jack s'endormait toujours avant moi. J'étais à moitié endormi quand j'ai senti quelqu'un me secouer l'épaule. C'était Jack. Il était accroché à l'échelle et avait l'air complètement réveillé et inquiet. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Il m'a dit que grand-mère nous appelait depuis une demi-heure. Je me suis retourné, lui ai dit qu'il rêvait. Grand-mère était malade et dormait probablement d'un sommeil de plomb. Mais Jack insistait qu'il avait entendu sa voix, clairement, venant du bas. Elle voulait qu'on descende. Je lui ai dit de retourner se coucher et j'ai refermé les yeux, mais alors j'ai entendu grand-mère appeler nos noms depuis quelque part en bas. Elle voulait qu'on descende. Elle disait qu'elle avait des jouets pour nous, des surprises qu'elle avait achetées. Je me suis redressé dans mon lit. Quelque chose dans sa voix sonnait faux. Elle était trop gaie, trop chantante. Grand-mère n'était pas comme ça, même quand elle était en bonne santé. La maladie avait rendu sa voix plus faible. Jack me regardait, attendant que je dise quelque chose. Je lui ai dit de rester dans la chambre pendant que j'allais voir. Je suis descendu du lit et j'ai ouvert la porte de notre chambre. Le couloir était sombre, à l'exception d'une veilleuse près des toilettes. J'entendais toujours la voix. « Descends, mon chéri. J'ai une surprise pour toi. » C'était plus clair maintenant. Elle continuait à dire nos prénoms et à nous dire de descendre, qu'elle avait quelque chose de spécial pour nous. Je me suis dirigé vers l'escalier. Mes pieds nus étaient froids sur le parquet. J'étais à seulement 3 mètres de l'escalier quand le téléphone dans la chambre de mes parents a sonné. Leur porte était ouverte et tout était plongé dans le noir. J'ai couru dans le couloir et j'ai allumé la lumière. Le lit était vide et fait comme s'il n'y avait pas dormi. Mon estomac s'est serré. Le téléphone a sonné à nouveau. Je l'ai attrapé sur la table de chevet et j'ai décroché. C'était ma mère. Elle avait l'air pressée et m'a demandé si Jack et moi allions bien. Elle a dit qu'ils avaient essayé d'appeler plus tôt, mais que la ligne était occupée. Je lui ai dit qu'on allait bien. Je lui ai demandé où ils étaient. Elle m'a dit qu'ils étaient à l'hôpital. Grand-mère avait eu une crise cardiaque soudaine plus tôt dans la soirée, juste après qu'on soit allé se coucher. Il l'avait emmenée aux urgences. Il ne nous avait rien dit parce qu'il ne voulait pas nous réveiller. Elle m'a dit que notre oncle était en route pour passer la nuit avec nous. Il arriverait d'une minute à l'autre. Elle nous a spécifiquement demandé de fermer notre porte à clé et de rester là jusqu'à son arrivée. Je suis resté là, le téléphone à la main, les mains qui tremblaient. Si grand-mère était à l'hôpital, alors qu'il nous appelait depuis le bas, maman m'a demandé si j'étais encore là. Je lui ai dit oui, mais ma voix a craqué. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas. Je ne savais pas comment expliquer. Je lui ai dit que quelqu'un était en bas, quelqu'un qui ressemblait à grand-mère, que cette personne nous appelait par nos prénoms depuis une demi-heure. Silence à l'autre bout du fil. Puis maman m'a dit de raccrocher, de retourner dans notre chambre, de fermer à clé et d'appeler le 911. Elle m'a dit qu'elle et papa quittaient l'hôpital à l'instant. J'ai raccroché et j'ai couru jusqu'à notre chambre. Jack était debout près de la porte, à m'attendre. Il m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit de monter dans le lit et qu'on devait fermer à clé. Son visage est devenu blanc. Il posait des questions, mais j'ai ignoré toutes ces questions. J'ai simplement fermé la porte à clé et j'ai attrapé mon téléphone sur la table de chevet. C'est là que la voix est revenue, mais cette fois, elle était juste derrière notre porte. Elle nous a demandé pourquoi on était aussi difficile et nous a dit d'ouvrir, qu'elle voulait juste nous voir. Jack est monté dans mon lit. On s'est plaqué contre le mur, aussi loin de la porte que possible. J'ai appelé le 911. J'ai dit à l'opératrice que quelqu'un était dans notre maison en train de faire semblant d'être notre grand-mère, que nos parents n'étaient pas là. Elle m'a dit de rester en ligne jusqu'à l'arrivée des policiers. La voix continuait à parler, nous demandant d'ouvrir, nous disant qu'on était de mauvais garçons de ne pas descendre. Puis la poignée a tourné. On l'a regardé pivoter lentement. Quelqu'un testait le verrou. Jack m'a agrippé le bras si fort que ça faisait mal. Je tenais le téléphone contre mon oreille en disant à l'opératrice qu'on allait se faire forcer la porte. La poignée s'est immobilisée. La voix s'est tue.
5 minutes plus tard, on a entendu des sirènes. Des éclairs rouges et bleus traversaient la fenêtre. La police est arrivée et a fouillé la maison. Ils ont trouvé la porte de derrière ouverte. Quelqu'un était entré comme ça. Mes parents sont rentrés 20 minutes plus tard. Maman est venue directement dans notre chambre et nous a serrés tous les deux dans ses bras pendant que papa parlait avec la police en bas. Le lendemain matin, on a demandé ce qui s'était passé. Qui était cette femme? Est-ce que la police l'avait retrouvée? Maman a dit que c'était probablement juste un cambrioleur. Jack a demandé comment la femme connaissait nos prénoms, si c'était un simple voleur au hasard. Maman n'avait pas de réponse à ça, alors elle a changé de sujet. Papa n'a pas voulu en parler du tout. Il a juste dit que c'était fini et qu'on était en sécurité maintenant. On a déménagé 6 mois plus tard. Maman a dit que c'était parce que papa avait trouvé un nouveau travail, mais Jack pensait que c'était à cause de cette nuit-là. J'étais d'accord avec lui. J'ai 28 ans maintenant. Jack en a 25. On en parle encore parfois, généralement tard le soir quand on se rend visite. Il est convaincu que nos parents savaient qui c'était. J'en ai reparlé à maman l'année dernière pendant le dîner. Elle m'a donné la même réponse qu'à mes 11 ans. Je sais qu'elle ment. J'aimerais juste comprendre pourquoi. J'avais 19 ans quand c'est arrivé. Ma cousine Maya et moi avions prévu un voyage photo en Norvège pour l'été, à la chasse au lever de soleil dans les montagnes isolées. On en parlait depuis des mois, on avait mis de l'argent de côté, repéré des endroits qui semblaient incroyables en ligne. Le plan: camper une nuit près d'une clairière au bord d'un lac, au fond d'une forêt nationale. Pas de chalet, pas de sentier balisé. Juste un paysage immense. Maya était passionnée de photos de paysages et moi je voulais progresser. On a marché environ 3 heures pour arriver. La clairière était magnifique, coincée entre des arbres denses avec le lac devant nous, lisse comme un miroir. Le soleil commençait à descendre, baignant tout dans cette lumière dorée de fin d'après-midi. Alors qu'on montait le camp, Maya a montré quelque chose accroché à une branche, à environ 6 mètres de nous. Une veste déchirée, couverte de boue séchée. Elle avait l'air d'être là depuis un bon moment. Je me suis approché pour voir. Le tissu était rigide et abîmé par les intempéries, comme s'il avait pris la pluie et le soleil plusieurs fois. J'ai supposé qu'un randonneur l'avait perdue, peut-être des semaines ou des mois plus tôt. Maya a dit qu'on devrait la laisser là, au cas où quelqu'un reviendrait la chercher. C'était logique, alors on n'y a plus touché. La tente était montée juste au moment où le soleil disparaissait derrière les montagnes. La température a chuté vite. Maya a sorti le réchaud de camping et on a commencé à préparer le dîner au coin du feu. Les nouilles instantanées et la soupe en boîte avaient un goût excellent après cette randonnée. C'est là qu'on a entendu le long hurlement qui résonnait à travers les arbres. Maya m'a regardé et dit que c'était probablement juste un loup, mais quelque chose dans ce son clochait. Il ne sonnait pas tout à fait naturel, comme si quelqu'un essayait d'imiter un animal sans y arriver vraiment. J'ai pris ma lampe de poche et balayé la lisière des arbres, mais tout semblait normal. Je venais juste de déplacer le faisceau dans l'autre direction quand j'ai vu quelqu'un plonger derrière un gros pin, rapidement, comme s'il ne voulait pas être vu. Mon estomac s'est noué. Maya m'a demandé ce que je cherchais. Je lui ai dit que j'avais cru voir quelque chose, peut-être un cerf. Je ne voulais pas l'effrayer. Les sentiers étaient impossibles à suivre dans le noir, et on n'avait pas d'autre choix que d'attendre le lever du soleil. Mais je savais qu'il y avait quelque chose dehors. On a mangé rapidement. Maya parlait des photos qu'elle voulait prendre le lendemain matin, essayant de garder une ambiance légère. Je hochais la tête, mais je ne cessais de scruter les arbres, guettant le moindre mouvement. Vers 22 heures, on s'est installé dans la tente. Maya s'est endormie presque immédiatement. Elle pouvait dormir n'importe où, même sur le sol dur dans un sac de couchage. Moi, je restais là à fixer le plafond de la tente, à écouter le vent, les craquements des arbres et les bruissements occasionnels de quelque chose de petit qui se déplaçait dans les sous-bois. Chaque bruit faisait s'emballer mon cœur. J'ai vérifié mon téléphone. 2h45 du matin. J'avais besoin d'aller aux toilettes. Il faisait encore nuit, mais le lever du soleil n'était plus loin. Je me suis dit que la personne était probablement partie à cette heure-ci. C'était peut-être juste un randonneur qui passait par là. J'ai ouvert la fermeture éclair de la tente aussi silencieusement que possible et je me suis glissé dehors. L'air était glacial et ma respiration formait de épais nuages blancs. J'ai marché un peu jusqu'à un arbre proche, juste assez loin de la tente pour avoir un peu d'intimité. J'étais en train de faire ce que j'avais à faire quand j'ai entendu un léger craquement, comme une branche qui cède sous un poids. Je me suis figé. Je me suis dit que c'était probablement un oiseau, ou peut-être un écureuil. Les animaux se déplacent la nuit tout le temps. Mais je l'ai entendu à nouveau, juste au-dessus de moi. J'ai levé les yeux, et il était là, assis sur une grosse branche à environ 3 mètres au-dessus de ma tête, accroupi, essayant de se fondre dans les feuilles.
mais ses yeux grands ouverts étaient rivés sur moi. Je ne pouvais plus bouger. Mon cerveau ne parvenait pas à traiter ce qu'il voyait. On est resté comme ça pendant ce qui m'a semblé des minutes, mais qui n'était probablement que quelques secondes. Puis quelque chose en moi a craqué et j'ai couru vers la tente, manquant de trébucher sur une racine. J'ai tiré sur la fermeture éclair. J'ai secoué Maya pour la réveiller et j'ai chuchoté qu'on devait partir. Elle a commencé à demander pourquoi, mais je lui ai dit qu'on n'avait pas le temps. J'ai attrapé nos sacs, j'y ai fourré tout ce que je pouvais attraper et je l'ai tiré hors de la tente. On a couru. J'ai gardé la lampe de poche éteinte en me guidant de mémoire et à la lumière de la lune. Maya trébuchait derrière moi en demandant ce qui se passait, mais je ne répondais pas. Je continuais à avancer, jetant des coups d'œil par-dessus mon épaule toutes les quelques secondes pour voir si quelqu'un nous suivait. Je ne l'ai pas revu, mais je le sentais nous regarder. On ne s'est pas arrêté avant d'avoir atteint le sentier principal et on a continué jusqu'au parking où on avait laissé la voiture. Mes mains tremblaient tellement que j'arrivais à peine à mettre la clé dans le contact. Maya a fini par me demander ce qui s'était passé. Je lui ai dit que j'avais vu quelqu'un, qu'il était assis dans un arbre et nous regardait. Elle est devenue blanche et n'a pas arrêté de trembler jusqu'à ce qu'on atteigne la ville la plus proche et qu'on s'installe dans un motel pas cher. Je n'ai pas dormi. Maya a essayé, mais je voyais bien qu'elle était traumatisée elle aussi. On a quitté la Norvège le lendemain sans avoir pris une seule photo de lever de soleil. 3 mois plus tard, je scrollais sur les infos et je suis tombé sur un titre qui m'a glacé le sang. Un groupe d'étudiants avait été retrouvé assassiné dans son sommeil lors d'un trip de camping dans la même zone où Maya et moi étions restés. Un seul d'entre eux avait survécu. L'article disait que le survivant avait raconté à la police avoir vu un homme descendre d'un arbre avec une hache. Il les avait attaqués en pleine nuit, l'un après l'autre, pendant qu'ils dormaient. Maya m'a appelé ce même jour. Elle aussi avait vu l'article. Je ne suis jamais retourné dans cette région. Maya a abandonné la photo de paysage après ça. Elle disait qu'elle ne pouvait plus regarder la nature de la même façon. Pourtant, je me pose encore des questions. Et chacun de ces scénarios me fait ramper la terreur le long de la nuque.